Ça nous étonne pas. C'est exactement la même chose. Le con Christian qui est à la fin, avec le con Christian à la fin qui se fait arnaquer par tous les commerçants juifs juste avant. C'est une blague racontée par Jacques Attali, mais qui ne racontera pas chez Tadi, bien sûr. Il le raconte dans des cercles privés. Voilà. Forcément, hein, forcément. Mais justement, pour rester aussi un petit peu sur ce point-là, parce que il m'intéresse et je pense que ça intéressera aussi les internautes. En fait, en gros, pour les rabbins, ils ont une haine viscérale envers Edom, envers la chrétienté. Et ils ont, en gros, si jamais on a envie de résumer, on va dire, leur relation vis-à-vis des chrétiens et vis-à-vis des musulmans, ça, comme tu dis dans ton livre, ça pourrait se résumer à destruction et soumission. C'est-à-dire destruction. D'abord, soumission d'abord et destruction ensuite. Donc du coup, ouais, justement, donc c'est clair et net. Et ça me fait rappeler aussi une autre vidéo de Rav Dinozis, le rabbin, Dinovitz, pardon, qu'on salue chaleureusement, monsieur. Et donc du coup, il disait, on sait très bien, c'est dire sur Dieudonné qu'il le nomme Diable donné, etc., etc. Bon, mais en tout cas, une fois lors d'une vidéo, il disait, nous les Juifs, on n'a rien à craindre parce qu'on a l'alliance. Voilà. Et donc du coup, si jamais les autres communautés ont envie de bénéficier indirectement via nous de l'alliance, il faudrait qu'ils s'allient à nous. Et tant qu'ils ne le feront pas, ben justement, ils seront détruits et ils finiront en cendres. En gros, hein, je schématise un petit peu ce qu'il dit, hein, parce que c'est tellement drôle, mais aussi un peu délicat. Et donc, du coup, justement, on voit bien ça, cette constante chez le rabbinat en général, et jusqu'à présent. Bah oui, ça correspond à ce que je disais, c'est-à-dire ce que l'on voit écrit dans le Zohar, ce que disait Solomon Molko lorsqu'il disait nous devons mener des actions politiques à visée messianique en direction des chrétiens. Oui. C'est exactement la même idée, c'est-à-dire les soumettre, leur faire le travail, oui. C'est-à-dire que leur faire accomplir le projet messianique juif pour ensuite se débarrasser d'eux. Parce que lorsqu'on voit le monde occidental depuis la Première Guerre mondiale, si on prend à partir de la Première Guerre mondiale, il n'a cessé d'aider, surtout les Britanniques, hein, d'aider les messianistes à accomplir leurs projets, mais à chaque fois qu'ils l'ont fait, ils se sont autodétruits. C'est-à-dire les Britanniques se sont épuisés politiquement, économiquement, financièrement en Palestine. Les États-Unis sont en train d'être conduits à leur perte en raison, en partie, pas seulement, de l'aide qu'ils apportent aux Israéliens, sur le plan géopolitique, sur le plan diplomatique, sur le plan financier, sans parler, là on ne parlera pas des banquiers, des grandes banques juives qui sont installées aux États-Unis, on peut même dire banques judéo-protestantes, qui ont ruiné pas seulement les États-Unis, mais le monde occidental, en particulier par la spéculation ex nihilo. La création monétaire ex nihilo, exactement. Mais justement, là, tu fais le lien directement on va dire, sur le messianisme juif et le messianisme protestant. Donc là, on va dire la première figure qui a fait ça, c'est Isaac Luria. Donc parle-nous de ce certain Isaac Luria. Alors Isaac Luria, il ne va pas faire la jonction entre le monde chrétien et le monde juif. Lui, ce qu'il va faire, Isaac Luria, il va faire beaucoup de choses. Mais ce qu'il va faire en particulier, donc Isaac Luria est né en 1534. Ouais. Donc au milieu du XVIe siècle, c'est dans cette période qu'il va opérer. Ça va être la figure fondamentale de la Kabbale de Safed. Et lui, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je l'explique dans mon livre, parce que c'est des détails techniques extrêmement complexes. Mais lui, il va accentuer plus encore la dimension messianique de la Kabbale. En fait, qu'est-ce qu'il va faire ?
jusqu'à Isaac Luria, qu'est-ce qu'on disait? On disait le peuple juif peut hâter la venue du Messie par des actions politiques. D'accord? Et surtout les chefs de la communauté, les kabbalistes. Et le peuple juif est, donc toujours selon la Kabbale espagnole, le centre de l'univers, le centre de la création. C'est pour eux que Dieu a créé l'univers et le monde, et même les goïms, les non-juifs. Lui, Isaac Luria, va aller plus loin encore. Il va dire oui, les juifs sont le centre de l'univers, le centre de la création. Ils peuvent hâter la venue du Messie, mais il va ajouter une chose fondamentale, c'est qu'il va dire les juifs sont le principal moteur de l'histoire. D'accord? C'est-à-dire de toute l'histoire, la cosmo-histoire selon Isaac Luria est fondée sur l'action du peuple juif. Il va même, il va écarter Dieu. Dieu ne va devenir plus qu'un spectateur, et même le Messie lui-même. Parce que lui, Isaac Luria, va dire que c'est le peuple juif qui, de lui-même, doit retourner en Terre Sainte pour rétablir le flux divin qu'il y avait entre lui et Dieu, et ensuite viendra le Messie. Donc, à partir d'Isaac Luria, tout va dépendre du peuple juif, d'accord? Et en fait, durant cette époque, 16e, 17e siècle, la Kabbale en général, et la Kabbale de Safed en particulier, va balayer tout l'Orient et toute l'Europe, jusqu'en Angleterre. Et ce grand balayage, comme le dit Gershom Scholem, ce raz-de-marée kabbalistique va être suivi par le raz-de-marée de la Kabbale lourianique, d'accord, qui va remonter toute l'Europe jusqu'en Angleterre. Et cette Kabbale lourianique ultra-messianiste et nationaliste qui va ensuite influencer les chrétiens protestants messianistes du XVIIe siècle en particulier. Mais c'est là où on fait la boucle avec l'histoire du christianisme sioniste qu'on connaît. Et c'est là en fait que va naître le christianisme sioniste. Là où s'étaient arrêtés en fait les historiens comme Shlomo Sand. Et en fait, je remonte par le bas pour montrer en fait voilà comment a pu émerger le christianisme sioniste. Mais je parle aussi de mon livre très brièvement de la Kabbale chrétienne, qui naît dans la seconde moitié du XVe siècle et qui va déjà commencer à remonter l'Italie, la France, et qui va arriver en Allemagne et en Angleterre. L'Angleterre et l'Allemagne vont être les centres de la Kabbale chrétienne. Donc vous avez la Kabbale chrétienne qui apparaît, qui apparaît au fin du XVe siècle et qui va remonter tout au long du XVIe siècle et XVIIe siècle jusqu'en Angleterre et en Allemagne. L'apparition du protestantisme au début du XVIe siècle, plus le messianisme nationaliste extrémiste de Isaac Luria. Et tout ça va forger le grand mouvement messianique chrétien. Tiens, Raphaël. Oui, alors je vois que le compteur des minutes est déjà presque à 1 heure, et comme certains internautes n'osent pas cliquer quand ça dépasse 1 heure ou quand ça dépasse 2 heures, on va essayer de terminer un peu rapidement l'entretien, si vous voulez bien, et de parler notamment de 2 figures qui ont donné naissance au sabbatéisme et au franquisme. Alors le franquisme qui n'a rien à voir avec Franco, pour les internautes qui ne connaissent pas bien le sujet, je vous repasse le micro. Donc du coup, oui, pour faire justement le fil conducteur, donc du coup, il y a eu un certain Menassé Ben Israël qui justement va, comme tu dis, va faire l'expansion de cette idéologie-là au sein même de l'Europe plus généralement, et qui va aussi influencer et donner source au sabbato-franquisme. Non, lui il n'a aucune relation directe avec le sabbato-franquisme. Tiens. Alors lui, Menassé Ben Israël, lui, va consolider l'alliance judéo-chrétienne qu'avait commencé à établir Solomon Molko. C'est lui qui, par des lettres, qui va envoyer des rencontres, surtout une rencontre avec Olivier Cromwell qui fait une révolution en Angleterre. Il va obtenir l'autorisation de Cromwell pour que les Juifs partent d'Amsterdam et puissent aller en Angleterre, lever l'interdiction, parce qu'en 1290, les Juifs avaient été expulsés d'Angleterre. Mais malgré ça, il y avait quand même des maranes qui faisaient du commerce en Angleterre. Voilà.
Je termine là-dessus. Pour ceux qui veulent en savoir plus, liront mon livre. Par rapport à Sabbatai Tzvi et Jacob Frank, c'est vraiment une histoire très très particulière. Parce que Sabbatai Tzvi est un kabbaliste extrémiste qui va émerger à Smyrne, en Turquie, au XVIIe siècle, qui va se convertir faussement à l'islam en 1666. Je passe tous les détails. Et qui va entraîner avec lui des conversions, en tout cas en particulier 2 conversions massives de sabbatéens, ses disciples, qui vont se convertir à l'islam faussement. Et en fait, ils vont suivre Sabbatai Tzvi, qui est considéré notamment par son faux prophète Nathan de Gaza, son prophète Nathan de Gaza, qui va théoriser le sabbatéisme et qui va expliquer en gros que en fait il a apostasié, il s'est converti à l'islam pour mieux le détruire de l'intérieur. Et donc ses suiveurs, ceux qui vont se convertir faussement à l'islam, vont tenter de poursuivre cette mission, une destruction de l'islam de l'intérieur. D'ailleurs, entre 200 et 300 familles qui Oui. Et 2 vagues. Et ensuite, donc, ce mouvement sabbatéen va donner naissance un siècle plus tard au mouvement franquiste. Donc Jacob Frank, qui va émerger en Pologne au XVIIIe siècle et qui va se présenter comme la réincarnation de Sabbatai Tzvi. Et il va opérer pratiquement de la même manière, se présenter comme le Messie, comme Sabbatai Tzvi, et va entraîner avec lui des conversions massives au catholicisme. Mais plus que ça, par des mariages, notamment avec des femmes franquistes, ils vont pénétrer toute l'aristocratie européenne de l'ouest à l'est, d'Espagne jusqu'en Russie. Toutes les grandes familles aristocratiques, danoises, anglaises, espagnoles, russes, etc., etc. Et ils vont aussi pénétrer l'Église catholique pour la détruire de l'intérieur, toujours le même projet. Et justement, tu mets un parallèle entre la Révolution anglaise et tu fais aussi le pendant avec la Révolution anglaise au début, et tu fais aussi le pendant avec la Révolution française. Un siècle, 140 ans plus tard environ. Donc c'est intimement lié. On voit bien aussi, encore une fois, on va dire leur action et leur dessin. J'aurais une question sur Sabbatai Tzvi. Il y a une histoire qui disait que le sultan turc l'avait ramené, lui a dit: si tu étais réellement le Messie, fais-moi un miracle. Et lorsqu'il va voir qu'il n'a pas fait de miracle, il saura qu'il n'est pas réellement le Messie. Et donc du coup, c'est là où il lui demandera de se convertir. Est-ce que c'est vrai j'ai déjà entendu ça, mais je ne sais pas si c'est vrai ou non. C'est une fable. Parce qu'en fait... Non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que lui va créer de graves troubles, Sabbatai Tzvi. Il va donner naissance à une nouvelle poussée de fièvre messianique dans toutes les communautés juives d'Orient et d'Europe. Il y a un balayage, une fièvre qui part de l'Orient, Palestine, Turquie, qui balaye tout le Maghreb et l'Europe. Les rabbins de l'époque, encore une fois, de Jérusalem, de Constantinople de Constantinople, vont voir ce Sabbatai Tzvi comme un énorme danger, parce qu'il y a une véritable ferveur populaire et qui croient vraiment que c'est le Messie. Alors, comme d'habitude, les Juifs, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire appel aux autorités locales, en particulier les autorités turques. Les Turcs, au début, voient ça d'un œil distrait. Ils disent, bon, ça reste entre Juifs. Mais là, quand ils voient les soulèvements populaires, ils se disent, bon, il y a un véritable problème. Ils font arrêter Sabbatai Tzvi. Et là, Sabbatai Tzvi se retrouve pas face au sultan. En fait, il est dans une pièce et le sultan est derrière une alcôve. C'est-à-dire que bon, le sultan le voit, mais lui ne le voit pas. Et en fait, ce sont des conseillers du sultan qui vont parler à Sabbatai Tzvi. Et un en particulier, Isaac Zaferi, qui est le médecin du sultan, qui est un juif converti à l'islam. Et en fait, c'est lui qui va convaincre Sabbatai Tzvi de se convertir faussement à l'islam. Et lui, il va dire au sultan, en fait, il va lui faire croire au sultan qu'il a tout à y gagner, car tous les disciples de Sabbatai Tzvi se convertiraient à l'islam eux aussi. Et là, ça a été un piège majeur dans lequel est tombé le sultan, parce que ça aura des conséquences catastrophiques pour l'Empire ottoman et pour le monde musulman en général avec la révolution jeune turque.
Donc justement après il y a eu Jacob Frank après sa bataille de Zéville. Alors lui c'est très atypique hein, Jacob Frank. Hein. Lui il part du principe. Enfin je vais donner une de ses citations hein, pour montrer le personnage. Hein. Je ne suis pas venu pour élever mais pour rabaisser toute chose. Il n'y a pas d'ascension sans descente préalable. Et lui en plus de ça il se fait pas passer pour le Messie lui. Si, lui, il se fait passer pour le Messie au départ, par la réincarnation de sa bataille de Zéville, et ensuite il se fait passer pour Dieu. Oui, pour Dieu. Pour Dieu, carrément. Alors lui, il va être, comment dire, une incarnation du sabbatéisme, mais une version profondément extrémiste et radicale, dévastatrice et nihiliste. Justement, ça relève limite du satanisme, hein, ce que dit Jacob Frank. Hein. Alors voilà, maintenant on va revenir un petit peu à la théorie, si j'ai le temps. En fait, le mouvement sabbatéen et sabbato-franquiste vient d'une idée fondamentale qui se trouve déjà dans la Kabbale. C'est l'idée que Satan, à la fin des temps, va devenir un ange de sainteté, qu'il va adopter un des noms de Dieu, et que par conséquent, tout le mal qui aura été fait jusque-là se transformera en bien. D'où l'idée de rédemption par le péché qui sera défendue par sa bataille de Zéville, en particulier par Jacob Frank. Alors, là où en fait je contredis Charles Novak, c'est que Charles Novak prétend que c'est une innovation, cette idée de rédemption par le péché qui vient de Cordovero et de Isaac Luria. Or, il y a un traité kabbalistique qui parle de la rédemption donc de Satan, qui a été écrit en 1500, c'est-à-dire 34 ans avant la naissance d'Isaac Luria et 22 ans avant la naissance de Cordovero. Et en fait, c'est cette idée-là qui va influencer le sabbato-franquiste. Donc du coup, donc le mouvement sabbato-franquiste est vraiment développé. Donc du coup, est-ce qu'il y a des franquistes de nos jours? Question toute bête. Hein. Donc, est-ce qu'il y a des franquistes qui disent ouvertement? On sait l'influence des Dönme, par exemple, en Turquie, qui sont justement jusqu'à présent, qui se marient contre eux, etc., qui sont faussement reconvertis à l'islam. Mais est-ce qu'il y a des gens franquistes qui le disent ouvertement et qui ont, on va dire, un poids politique, etc., etc. Qui le disent ouvertement, non. Oui. Non. Mais par exemple, vous avez le juge Brandeis, qui était juge de la Cour suprême, il me semble, aux États-Unis à l'époque de la Première Guerre mondiale, qui va influencer le président de l'époque pour justement le pousser dans la Première Guerre mondiale et surtout pour en faveur de la création du foyer juif en Palestine. Vous ne trouverez aucun franquiste qui vous dira qu'il est franquiste, mais vous avez des grandes familles franquistes comme la famille Brandeis et aussi Charles Novak en parle dans son livre, la famille Brzezinski. Oui. Zbigniew Brzezinski, qui est le grand géostratège américain, vient d'une grande famille franquiste, de la noblesse polonaise franquiste qui s'est faussement convertie au catholicisme. D'où son excellent bouquin, entre guillemets, Le Grand Échiquier. Donc du coup, justement, après, le sabbato-franquisme va essayer, aura un lien direct ou indirect avec le mouvement idéologique wahhabite. Donc le wahhabisme est une idéologie qui n'a rien à voir avec la religion musulmane. Et justement, tu parles réellement du principe que la plupart des gens ne connaissent mais vraiment rien du wahhabisme. Donc on aimerait bien que tu aies mettre en avant ces clarifications quant au wahhabisme. Alors, ce que j'explique dans mon livre, dans ce livre-là en particulier, c'est que en fait, je donne j'expose le wahhabisme et le réformisme islamique, c'est-à-dire son lien avec le réformisme islamique, dans une perspective géopolitique, historique et eschatologique. Je montre en quoi le wahhabisme a été un acteur très important dans le projet messianique global. Ce qu'on ne peut pas démontrer, je le dis dans mon livre, on n'a pas de document formel qui expose le lien entre le sabbatéisme et le wahhabisme. Par contre, je démontre clairement les liens entre le sabbatéisme, la maçonnerie donc aussi sabbatéenne, et le mouvement réformiste islamique qui commence avec Malkoun Khan, puis avec Jamal ad-Din al-Afghani,
puis Mohamed Abdou, puis Rachid Rida, puis Hassan al-Banna, etc. Puis Tariq Ramadan aujourd'hui. C'est-à-dire que le réformisme islamique n'a rien d'islamique au départ. Il est maçonnique et sabbatéen. Ça, c'est prouvé et démontré. D'ailleurs, tous les fondateurs du réformisme islamique sont francs-maçons. Afrani, Malkoun Khan, etc. etc. Et qui a créé la première la loge maçonnique, je crois, en Iran, c'est ça? Ouais, en Iran. Lui s'est occupé de la destruction de l'islam chiite à partir du milieu du 19e siècle. Et Jamal ad-Din al-Afrani, lui, va s'occuper de la destruction de l'islam sunnite de l'intérieur. Tous les deux de grands francs-maçons. Bah justement, pour donner aussi une citation pour montrer le topo un petit peu vite fait sur Jamal ad-Din al-Afghani, qui disait en vérité la religion musulmane n'a cesse de but d'étoffer la science, d'étouffer la science et arrêter le progrès. Aucune entente et aucune utilité n'est possible entre les religions et la philosophie. Donc ça montre bien la volonté de destruction directe. Pour prendre aussi une autre citation de Mohamed Abdou, qui est venu après lui, qui était le disciple de Jamal ad-Din Afghani. Là, c'est une lettre, c'est ça? Oui. La lettre qu'il envoie à son maître. Oui, et qui disait aussi, nous coupons la tête de la religion que par l'épée de la religion. Mais justement, là j'ai une petite j'aimerais bien un petit peu plus de clarification quant à ça. Alors pour comprendre cette phrase et comprendre la position de Al-Afghani par rapport à l'islam, là je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais il faut revenir à une perspective historique et à tous les documents que je rapporte quant à la filiation, le rapport entre le sabbatéisme antinomiste, le réformisme islamique et cette espèce de rationalisme qui va être utilisé pour détruire les religions de l'intérieur. Et Malkoun Khan va aller dans ce sens-là, Jamal ad-Din al-Afghani aussi dans ce sens-là, Mohamed Abdou aussi de manière plus subtile, et ainsi de suite. Mais je renvoie les lecteurs à mon livre parce que là, je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails. D'accord. Mais en tout cas, on est bien d'accord que certains de ces personnages, dont notamment Hassan al-Banna, ont été aussi influencés par la franc-maçonnerie. Ils étaient francs-maçons, etc., etc. Donc, du coup, maintenant qu'on a planté le décor, on voit l'émergence. Enfin, le terrain est prêt pour lancer on va dire le messianisme plus qu'actif, c'est-à-dire là on rentre réellement dans le terrain, c'est-à-dire l'avènement du sionisme au 19e et 20e siècle, etc., et jusqu'à ce qui se passe jusqu'à présent. Oui, alors à partir de la fin du 19e siècle, sur le plan politique et géopolitique, le fruit est mûr. Oui, voilà. On prépare la destruction de l'Empire ottoman de l'intérieur via les jeunes Turcs qui sont des sabbatéens. Oui. On a déjà, par la Révolution française en particulier, détruit les structures traditionnalistes européennes. On a le projet sioniste qui a mûri et qui est en phase d'accomplissement sur le plan matériel. On a la Première Guerre mondiale qui va contribuer à la destruction, dont la résultante va être la destruction, le démantèlement de l'Empire ottoman, de l'Empire austro-hongrois et de l'Empire germanique. Oui. Vous voyez ? C'est les grands empires euro-asiatiques qui vont être détruits. Donc à partir de la Première Guerre mondiale, de cette époque-là, on a tous les grands piliers du projet messianique global qui sont posés. Et à partir de la Première Guerre mondiale, tout ce qui va se passer durant le XXe siècle, avec le bolchevisme issu du messianisme juif, comme je le démontre dans mon livre, le réformisme islamique qui va détruire l'islam de l'intérieur, le christianisme qui n'existe déjà plus formellement à cette époque-là, et qui va être achevé avec Vatican II, vous avez... Le décor est posé. Et maintenant, on est à la dernière phase d'un projet global qui a mis des siècles et des siècles à s'accomplir. Et justement, maintenant qu'il s'est accompli, tu mets en avant dans ton livre le premier découpage du Proche-Orient et la création du foyer juif. C'est-à-dire maintenant, tout est mis à plat, on n'a qu'à passer à l'action. Oui, à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, comme je l'expose, on a la création du foyer juif en Palestine. C'est-à-dire que la branche nationaliste du projet messianique global est, on va dire, accomplie, a donné ses fruits.
Voilà, là on est au point de départ du nationalisme messianique. Et tout au long du XXe siècle, ce messianisme nationaliste qui est présenté comme un projet athéiste va peu à peu montrer son véritable visage. Son visage est en fait un projet messianique profondément religieux. Et aujourd'hui, si l'on a en Israël des dirigeants ouvertement religieux et messianistes, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas parce que, comme certains le disent, Tsahal aurait conquis des lieux saints en 1967. Non, non. Nous avons l'État d'Israël qui renoue avec ses racines qui sont messianiques. Donc, en gros, ces attaques-là sont faites par des athées, on est bien d'accord, c'est des athées, par exemple Theodor Herzl. J'ai vu un truc sur lui, il était juif, il s'est reconverti au christianisme, il n'a pas circoncis ses 2 enfants, puis après il est mort athée. Donc on voit là des attaques athées, mais en tout cas, ce que fait, maintenant on va parler d'Israël, ce que fait Israël, c'est légitimer sa position géostratégique là-bas sous un voile théologique. C'est-à-dire, il ne leur reste plus que l'histoire pour dire que c'est une terre juive, que le grand Israël est à nous, etc. etc. Mis à part cet argument-là, ils n'ont aucun argument légitime pour, on va dire, essayer de se défendre. Tu vois ce que je veux dire? En fait, les arguments qui ont été utilisés au départ ne le sont plus aujourd'hui. Au départ, on nous disait que c'était à cause des pogroms, de la persécution des Juifs qu'il fallait créer le foyer juif en Palestine. Ensuite, on nous a dit que c'était à cause du nazisme et donc de la Seconde Guerre mondiale qu'on devait créer l'État d'Israël. Puis les guerres successives nous expliquaient que le storytelling disait qu'en fait, il fallait que Israël combatte ses voisins, 300 millions d'Arabes qui voulaient sa perte, etc. C'était pour une question de survie. Et aujourd'hui encore, même demain, on nous dira que Israël va lancer ses grandes guerres pour une question de survie, parce que plus jamais ça, nous ne pouvons pas revivre une fois de plus l'Holocauste, etc. Et parce que c'est la seule démocratie dans la région. Ah oui, clairement, c'est la seule démocratie, entre guillemets, dans la région. Comme dirait... Oui, non, mais c'est le mensonge qui est répété. Comme dirait, je ne sais pas quel politicien israélien qui disait Israël, c'est une villa dans la jungle. Donc voilà, donc ça va... Des animaux autour. Ouais, avec des animaux autour. Donc du coup, ouais, c'est ok, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Hein, on écoute les idées. Hein. Donc du coup, après par la suite, justement, il y a eu plein de projets fallacieux qui ont essayé encore d'accentuer ces actions-là. Tu parles très très souvent du plan d'Oded-Inon, que je connaissais pas moi personnellement et que justement j'ai essayé de rechercher. Parle-nous, enfin, histoire on va dire de finir, boucler la boucle. Est-ce que ouais, voilà, finir en beauté. Je sais pas si ça sera en beauté d'ici peu, mais bon, finir en beauté quand même. Hein. Parler du plan Oded-Inon, puis après des messianistes israéliens que sont Netanyahou et autres comparses, et les néoconservateurs américains, pour montrer maintenant qu'Israël a une terre. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant pour sauvegarder, comme tu disais, sa légitimité? Depuis le départ, depuis la création du foyer juif, depuis l'époque des premiers dirigeants israéliens et même Ben Gourion, il s'agissait d'établir un grand Israël du Nil à l'Euphrate. Dès le départ, hein, malgré les prétentions athéistes des dirigeants sionistes. Le projet est biblique, c'est-à-dire qu'on veut établir un royaume d'Israël conformément aux frontières bibliques qu'on trouve dans la Torah en particulier. Il parlait souvent avec des rabbins pour essayer d'avoir leur avis, parce qu'apparemment ils ne connaissaient pas trop sa religion, on va dire, entre guillemets, mais il essayait derrière de développer des outils politiques comme le capitalisme et le socialisme. D'ailleurs, il a essentiellement utilisé le socialisme pour développer, entre guillemets, Israël. Oui, je le cite dans mon livre pour montrer vraiment que ce sont des gens qui ont une vision de longue durée. Ben Gourion qui dit très clairement que le socialisme n'est qu'un moyen, un outil pour aboutir au projet sioniste, parce qu'à l'époque, il y avait des contingents qui venaient des milieux socialistes, des contingents juifs qui venaient peupler la terre de Palestine et qui étaient financés par des capitalistes juifs. Donc c'était la jonction, pour ceux qui ne comprendraient pas la véritable relation entre capitalisme et communisme, c'était la jonction de ces deux forces motrices apparemment antagonistes, de type hegelienne, thèse et antithèse,
pour aboutir à une synthèse qui est le projet messianique. Donc, dès le départ, c'était un projet biblique qu'on a voulu établir. Le projet Oded Yinon, le plan Oded Yinon, est le moyen par lequel Israël va construire ce royaume du Nil à l'Euphrate. Oded Yinon était un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères en Israël, et il a établi un plan, en 1982 qui s'appelle Stratégie pour Israël dans les années 1980. Très rapidement, le projet disait que voilà, il faut que Israël devienne un empire régional donc dans la région. Pour ce faire, nous devons faire éclater tous les États environnants. La Syrie, l'Irak, la Libye, l'Égypte, etc. Et il écrivait très clairement qu'il fallait opposer les différentes confessions, créer des oppositions ethno-confessionnelles dans ces pays-là pour les faire éclater et pour qu'ensuite Israël puisse s'étendre. Or, même lorsqu'on tente d'activer des tensions intercommunautaires, c'est très difficile de le faire lorsqu'on a un État qui est stable, comme l'État irakien, l'État syrien et autres. Donc les sionistes, le lobby pro-israélien en particulier, comme je le montre dans mon livre, va utiliser la puissance américaine pour faire éclater les États qui entourent Israël, pour ensuite activer ces tensions intercommunautaires. D'ailleurs, est-ce que c'est via l'AIPAC ou non? Directement, on dit. C'est principalement via l'AIPAC. Okay. C'est le principal lobby. Il y a d'autres lobbies pro-israéliens là-bas, mais ils ont travaillé. Il y a le JINSA, il y a la conférence des présidents, mais l'AIPAC est le lobby central aux États-Unis. Et donc c'est via l'AIPAC et des individus comme Bernard Lewis c'est par ces groupes et ces individus qu'ils ont réussi, et aussi les dirigeants israéliens, à pousser les États-Unis à attaquer l'Irak et à déclencher notamment des guerres par proxy dans tout le monde arabo-musulman entourant Israël. Alors, même lorsqu'on a fait éclater les États, la confrontation entre les communautés n'est pas une évidence. Ouais. C'est là qu'apparaissent les groupes terroristes. Ils sont là pour faire le travail que les communautés ne font pas d'elles-mêmes. Et justement, pour faire aussi un parallèle, merci à monsieur Bernard-Henri Lévy, qu'on salue lui aussi, qui nous disait que les printemps arabes sont une bonne chose pour Israël. Hein. Donc on voit un peu la jonction. Quoi. Alors il a dit que c'était bon pour Israël, et il a aussi dit que c'était en tant que juif, sioniste et pro-israélien, qu'il avait déclenché la guerre en Libye. Les choses sont claires. Pour les gens qui pensent que Bernard-Henri Lévy est un imbécile, je pense que c'est pas du tout un imbécile. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, et il est en service commandé, évidemment. Donc les Israéliens ont réussi à faire éclater les États grâce aux États-Unis. Ils ont créé des groupes terroristes. On sait depuis longtemps que la CIA et le Mossad travaillent conjointement dans la création des groupes terroristes. Et aujourd'hui, nous avons l'ultime groupe terroriste Daesh qui est là pour finir le travail, c'est-à-dire une fois qu'on a fait éclater les États, une fois qu'on a envoyé des groupes terroristes pour épurer ethniquement le Proche-Orient, on utilise des groupes terroristes, et aujourd'hui Daesh, pour affaiblir l'armée syrienne ou la repousser vers le nord, et affaiblir aussi le Hezbollah, qui sont les deux principaux verrous qui empêchent l'expansion israélienne. Voilà. Je crois que j'ai tout résumé. Ouais, je pense aussi. Donc du coup, merci pour toutes ces clarifications. Maintenant qu'on a, on va dire, établi une ambiance assez anxiogène, qu'on connaisse tout ça, quelle alternative faudrait avoir? C'est-à-dire, si jamais, par exemple, tu avais à discuter avec les différentes communautés, que ce soit la communauté musulmane, chrétienne, voire même juive, il y a même des juifs qui sont enrôlés dans tout ça, etc., voire même des athées, etc., etc. Parce que moi, lorsque je lis ça, je suis préparé psychologiquement, mais je ne sais pas quoi faire autre. Enfin, je suis musulman, je ne devrais pas le dire, mais j'ai une foi, etc., etc. Mais
on se dit qu'on s'attend au pire par rapport lorsqu'on lit tout ça. Donc du coup, si jamais tu as je sais pas, un conseil, une alternative par rapport à l'avenir qui va une lueur d'espoir, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire à qui en particulier? Parce que est-ce que tu parles des populations? Qu'est-ce que je pourrais dire aux populations? Ou qu'est-ce que je pourrais dire aux dirigeants? Et à quels dirigeants? On va dire toutes les strates. Les dirigeants, je pense on se leurre pas, on va pas se leurrer. On n'attend plus rien d'eux. Moi, j'attends plus rien de l'État. J'estime que l'État est mort. Les différents États sont morts, sauf l'État d'Israël, hein, peut-être. Mais en tout cas, enfin, pas les États, mais directement les peuples, les sociétés, etc. C'est-à-dire le vivant, quoi, parce que l'État, c'est fantasmagorique des fois. Comme lueur d'espoir, moi je suis un pragmatique et je pars de la réalité. J'essaie de voir à partir de la réalité ce qu'on peut faire. Ce qu'on pourrait faire, par exemple, à partir de l'Europe, et là ça pourrait s'adresser aux Français, aux futurs dirigeants français, c'est dans un article récent que j'ai écrit qui s'appelle Attentat du 13 novembre, la politique et l'avenir de la France en question, qu'on peut coupler à un autre article que j'ai écrit qui vient de paraître justement dans le numéro 21 de la revue Europe et Orient, qui s'appelle La Russie, l'Europe et l'Orient. Je fais une analyse et je fais aussi de la prospective. J'essaie de dire voilà ce qui peut se passer à l'avenir et voilà ce qu'on pourrait faire à l'avenir pour essayer de faire basculer la balance. On voit actuellement en Europe et en France en particulier des tentatives de déstabilisation. J'explique dans mon article, je renvoie les gens à mon article. Je dis que l'oligarchie est en train d'instrumenter le pouvoir français qui est en train de se raidir pour faire basculer, abolir l'État français et finir le transfert de pouvoir de l'État à Bruxelles, le Politburo de Bruxelles. Ouais. Ceci correspond à la stratégie élaborée par les Américains, en particulier par Zbigniew Brzezinski en 1997. Pourquoi je parle de ça? Parce que la France est un pilier majeur géostratégique eurasiatique. Ça, il faut que les Européens le comprennent, que les Russes le comprennent, je pense qu'eux, ils l'ont compris, et que les Orientaux aussi le comprennent. Brzezinski écrivait la chose suivante. Il disait « Nous devons absolument faire de l'Europe une sorte de pivot géostratégique eurasiatique. Nous devons soumettre l'Europe par laquelle nous allons pouvoir pénétrer en profondeur dans le continent européen jusqu'en Eurasie et même donc jusqu'en Russie. En tout cas, faire une politique de containment de la Russie. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec l'expansion de l'OTAN. Exactement. Ce qu'il disait, à l'époque, il faut absolument élargir l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a un maximum de membres de l'Union européenne donc en Europe, donc jusqu'aux frontières russes, parce que l'Union européenne est le pendant diplomatique, politique de l'OTAN. Oui. Donc c'est pour ça qu'ils voulaient, que les Américains veulent un élargissement de l'Union européenne. Il disait aussi oui, tu disais aussi les Russes ont compris ça. Tu pensais aux pensées de Alexandre Douguin et compagnie. Oui, bien sûr. Oui, je pense à Alexandre Douguin en particulier. Et il disait à propos de la France, ce qu'il explique très clairement, c'est que la France est le pays qui avait une vision géopolitique plus ou moins indépendante. Et il expliquait qu'il fallait utiliser l'Allemagne pour soumettre la France aux États-Unis. Ouais. D'accord ? Et cette stratégie a réussi parce qu'à partir de 2007, l'arrivée de Sarkozy à la présidence, mais déjà un peu avant, les États-Unis ont réussi à placer tous leurs pions dans les ministères clés. Donc des pions néoconservateurs, atlantistes et sionistes. Et à partir de là, il y a eu un véritable tournant de la diplomatie et de la politique étrangère de la France qui s'est directement aligné sur celle des États-Unis. Ça, tout le monde le voit. Et c'est par la soumission totale de la France que les États-Unis ont réussi à finir leur pénétration dans le continent européen. Ce qui peut se passer à partir de demain, dans le cadre d'une déstabilisation, même d'une guerre civile en France, c'est une reprise en main par l'armée. Il peut y avoir une reprise en main par l'armée. C'est d'ailleurs pour ça que Hollande veut modifier l'article 16 et l'article 36 de la Constitution française qui prévoit en cas de crise majeure
le transfert de pouvoir et même des prérogatives de la police à l'armée directement. Donc lui, il veut modifier cette clause-là pour instaurer ce que j'appelle une dictature policière social-démocrate qui écartera l'armée. Parce que l'armée, pour l'oligarchie et pour l'État français actuel, est un danger. Si je peux me permettre. C'est vrai que je pense qu'il faut préciser que aussi bien l'armée française que les services secrets ou après la police et la gendarmerie sont extrêmement divisés sur les questions de sionisme, d'OTAN, d'atlantisme, qu'il y a une partie grandissante, on va dire, des services et de l'armée qui est atlantiste, mais qui a toujours cet héritage gaulliste indépendant, et qu'il y a une fraction importante des services de l'appareil d'État qui sont très contre la politique étrangère de la France depuis Sarkozy et Hollande, et qu'effectivement il y a une grogne, c'est plus qu'une grogne en fait, il y a des généraux qui prennent la parole aujourd'hui, quoi. Donc, autrement dit, toi tu dis un peu comme Pasolini, si jamais l'armée et les militaires, etc., ne viennent pas vers le camp du peuple, rien ne se fera. Oui, rien ne se fera, ça c'est évident. Donc maintenant, ce que je dis, c'est qu'il y aura certainement une fenêtre qui va s'ouvrir bientôt, dans le cadre d'une déstabilisation du pouvoir politique qui se raidit parce que justement il n'est plus capable d'absorber la contestation, donc il se raidit, et par son raidissement il risque de casser. C'est pour ça que justement il y a cette volonté de modifier la Constitution, et je pense que les oligarques, l'oligarchie euro-atlantiste, le sait pertinemment, et que le gouvernement français actuel est en train de tomber dans un piège. Parce que si demain, il y a des contestations, une déstabilisation ou une guerre civile, c'est le Politburo de Bruxelles qui reprendrait la main en écartant l'armée et en abolissant l'État français, en transférant tout le reste de pouvoir donc, qui reste encore entre les mains des Français directement au Politburo. On avait parlé de lueur d'espoir. Oui. Mais justement, la lueur d'espoir, ce serait que dans le cadre de cette déstabilisation, des membres de l'armée, reprennent la main à ce moment-là. S'il y a une reprise en main de véritables patriotes français, des gens qui sont capables d'éviter une guerre civile ou en tout cas d'éteindre le feu, on pourrait alors penser à un rétablissement de ce que disait le ministre des Affaires étrangères français en 1996. L'indépendance de la France, la position de la France sur le plan géopolitique dépend de la puissance russe, et nous devons aider les Russes à réaffirmer leur puissance. Aujourd'hui, la puissance russe s'est réaffirmée, mais c'est la France qui est en déclin et qui doit donc se reprendre en main pour établir cet axe géopolitique qui serait Paris, Berlin, Moscou, mais en soumettant Berlin, en soumettant l'Allemagne, en faisant comme a pu le faire précédemment la France, en lui tordant le bras pour la prendre entre elle et la Russie et rétablir cet axe géostratégique naturel et historique. Et à partir de là, à partir de cette Eurasie puissante ou indépendante, on pourrait mener donc l'Europe, les pays arabes et la Russie, mener des actions géopolitiques conjointes, notamment avec les BRICS, pour restabiliser le Proche-Orient, mais aussi l'Europe. Voilà. Bah justement, j'espère que c'est une bonne, que les gens prendront en considération ça. C'est une belle lueur d'espoir, et justement moi en lisant, en écoutant Alexandre Douguin et surtout sa confrontation avec Cheikh Imran Hossein, j'étais franchement très touché par cette conversation là. En tout cas, merci beaucoup Youssef Indy. C'est nous. Et puis, au nom du cercle, on salue tous les auditeurs et on vous dit à très très bientôt. Et au nom de Sherviews aussi. Merci le cercle des volontaires.